Bonjour à tous. Alors, il y a quelque temps, j'avais mis un message sur ma communauté YouTube, un message dans lequel je vous demandais de me donner des sujets de vidéos. Voilà, s'il y avait un sujet sur lequel mon avis vous intéresserait, puisque je rappelle ici que c'est bien sûr mon avis personnel que je donne. Voilà, je vous invitais donc à me le donner en commentaire sous ce post pour que je puisse donc en parler en vidéo. Alors, il va bien de soi que ici je parle seulement des sujets sur lesquels j'ai suffisamment de connaissances ou j'ai quelque chose à ajouter. Bien sûr, je ne vais pas parler de sujets dans lesquels je n'ai rien à dire et sur lesquels je n'ai pas assez d'expertise, si je puis dire, pour donner un avis intéressant. Voilà. Et donc, vous aussi, si jamais il y a un sujet que vous voudriez vraiment avoir mon avis dessus, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ou sinon en commentaire sous le post, donc dans l'onglet communauté. Donc voilà. Je parlerai bien sûr, comme je l'ai dit, si j'ai des choses intéressantes à dire dessus. Et donc aujourd'hui, je viens dans cette vidéo pour parler justement d'un sujet qui m'a été proposé par un certain Sébastien, que je salue au passage. Et ce sujet, donc, il s'agit de la querelle des universaux. Voilà. Alors, la querelle des universaux, c'est un sujet que je ne connaissais pas avant. Bien sûr, j'ai fait des recherches pour savoir de quoi il s'agissait. Et donc, c'est un sujet que j'ai trouvé relativement intéressant et que je parle aujourd'hui en vidéo de ce sujet. Voilà. Mais avant de donner mon avis sur cette question, il faut avant tout que j'explicite un petit peu qu'est-ce que c'est que la querelle des universaux. Alors, qu'est-ce que c'est déjà ? C'est une querelle, c'est-à-dire c'est un affrontement. Et donc, c'est un affrontement entre deux manières de voir le monde, deux manières de l'appréhender. Voilà. Et on va avoir d'un côté donc ce qu'on va appeler les réalistes, et de l'autre côté les nominalistes. Alors, les réalistes, ce sont ceux qui vont considérer que chaque chose existe en soi en dehors de leur manifestation matérielle. Voilà. Et les nominalistes, eux, ils vont considérer que les choses existent donc dans leur manifestation matérielle, et c'est parce qu'elles existent matériellement que nous, en tant qu'humains, on va décider de les nommer d'une certaine façon. Voilà, d'où le nom nominaliste. Alors un exemple que j'ai lu sur Internet pour illustrer ce phénomène, c'est le suivant. Est-ce qu'on va dire que le chat est noir parce que la couleur noire existe indépendamment du chat et que l'on observe donc que le chat est noir, et donc on va dire que le chat est noir. Donc en quelque sorte le chat n'est que le reflet de la couleur noire d'un concept supérieur, si je puis dire, d'une réalité parallèle de la couleur noire. Ou est-ce que l'on dit que le chat est noir parce que l'on a observé la couleur du chat et que l'on a décidé de nommer cette couleur noire. Voilà. Donc voilà, c'est un petit peu le dilemme ici qu'on a pour répondre à cette querelle, à cette question. Et c'est vraiment une question qui est complexe. Vraiment, ce n'est pas évident d'y répondre, puisque voilà, de prime abord, on pourrait se dire, le chat, il a une couleur, donc on a décidé de nommer la couleur du chat d'une certaine façon. Moi, c'est ce que je m'étais dit au début quand j'ai lu cet exemple, mais c'est plus complexe que ça, puisqu'il suffit de prendre une autre couleur pour s'en convaincre, comme par exemple le vert. Pourquoi est-ce que l'on va dire, par exemple, qu'il y a plusieurs verts ? On va parler du vert kaki, du vert pistache, du vert forêt. Pourquoi est-ce qu'on dénomine avec différents adjectifs, différents verts ? Est-ce que cela voudrait dire qu'il y a un vert absolu, en quelque sorte en dehors de la matière, et que donc il se déclinerait en différents verts que l'on nommerait différemment avec des adjectifs particuliers ? Ou est-ce que ça veut dire qu'on a décidé de nommer un vert vert parce qu'il ressemblait à un autre vert, mais qu'on l'a donc différencié grâce à un adjectif particulier ? Cela n'est pas du tout simple à répondre comme question, puisque on peut dire également, il y a également l'exemple du rouge et de l'orange. Pourquoi nommer ces deux couleurs différemment, alors que objectivement ce sont deux couleurs qui se ressemblent pas mal, surtout dans différentes déclinaisons. Donc voilà. D'un autre côté, pourquoi est-ce qu'on appelle le chat le chat ? Pourquoi avoir nommé cet animal le chat ? Et pourquoi est-ce qu'on a nommé différentes choses de différentes manières ? C'est la question que pose
cette querelle donc des universaux. Vous ne savez pas. C'est une question qui pose la question de la création du langage, hein, et donc certains linguistes pourraient répondre à certaines de ces interrogations, je pense. Mais moi, je ne suis pas linguiste, donc ici, je vais donc donner mon avis personnel sur cette question, enfin sur cette querelle des universaux, que moi, je résumerai de la façon suivante. Donc, d'un côté, on va voir les réalistes, qui vont dire en quelque sorte que c'est l'énergie ou l'immatériel donc qui conditionne la matière. Donc c'est pourquoi moi je trouve d'ailleurs très bizarre que l'on appelle ça les réalistes, parce que réaliste, eh bien, ça fait référence à une réalité. Donc, enfin, moi, je considère que la réalité, c'est ce que l'on observe, la matérialité, alors que eux, ils considèrent donc que ce réalisme, eh bien, est détaché de la matière. Donc, c'est quand même une dénomination un peu bizarre, je trouve. Bref. Et d'un autre côté, on a les nominalistes qui, eux, vont dire que, eh bien, c'est la matière qui conditionne l'énergie, que c'est parce qu'on observe la matière d'une certaine façon, eh bien, que l'on va décider de la nommer d'une certaine façon. Voilà. Donc c'est la matière qui conditionne l'énergie. Et de mon point de vue, donc, eh bien, les deux visions sont assez justes en réalité et s'imbriquent l'une dans l'autre, je pense, puisque cela me rappelle un petit peu l'histoire de l'œuf et la poule. Vous savez, cette histoire, on va se demander lequel est arrivé en premier, c'est l'œuf ou c'est la poule, puisque bien pour faire une poule, il faut un œuf, mais pour faire un œuf, il faut une poule. Donc voilà, on ne sait pas vraiment lequel est arrivé en premier. Hein. Mais ici, c'est un petit peu la même chose. Puisque pour ce qui est une manifestation matérielle de quelque chose auquel on va donner un nom, il faut que ce nom existe et que donc son énergie existe. Il faut qu'on ait une représentation mentale de ce que cela représente. Mais d'un autre côté, pour qu'une énergie existe, pour qu'une représentation mentale existe, il faut que sa manifestation matérielle existe également. Et donc, lequel est arrivé en premier? Elle est là la question que pose pour moi cette querelle des universaux. Hein. Et d'après moi, il y a donc deux cas à identifier. Hein. Le premier cas, ça va être les choses de la nature. Hein. Et dans ce cas, on ne peut pas vraiment apporter de réponse. C'est un petit peu le cas de l'œuf et la poule. C'est un petit peu compliqué de donner une réponse définitive. Après, il peut y avoir bien sûr des cas particuliers dans lesquels, eh bien, certains linguistes, justement, pourraient donner une réponse plus précise, hein, puisque la manière de nommer les choses hein, est transmise culturellement dans le langage. Hein, et que la question qui est posée ici, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'au départ, on a décidé de nommer les choses d'une certaine façon, hein, plutôt que d'une autre. Est-ce que ces choses existaient en soi dans une sorte de représentation, ou est-ce que ces choses n'existaient pas, mais qu'on a décidé de les nommer un petit peu arbitrairement, d'une certaine façon. Hein. Et donc, d'après moi, cette question pose la question suivante qui est comment est-ce qu'est née la culture et la tradition, donc, puisque justement le langage est transmis grâce à la tradition. Et ce qu'il faut comprendre ici, c'est que nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes des êtres mentaux. C'est-à-dire que c'est grâce à notre observation de la nature que l'on va modéliser la matière, que l'on va modéliser intellectuellement la matière. Et donc, c'est nos modélisations mentales également qui vont influer sur la matière dans l'autre sens. C'est quelque chose qui va dans les deux sens. Hein. Et d'une certaine manière, c'est le résultat de toutes ces modélisations mentales, de toutes ces représentations qui vont être transmises justement de génération en génération à la descendance. Voilà. Et c'est donc ce qu'on appelle la tradition. Et la question, c'est comment est-ce qu'a été créée cette tradition, justement? Et est-ce qu'une tradition peut provenir d'une certaine manière de plusieurs autres traditions elles-mêmes plus antérieures? Et d'après moi, c'est en réalité un mélange de tout ça. C'est-à-dire qu'il y a bien sûr des modélisations antérieures qui ont été transmises par la tradition et qui nous ont permis justement bien d'avoir un certain nombre de représentations qui nous ont permis de nommer la matière. Hein. Et parallèlement à cela, il y a de nouvelles modélisations qui sont venues agrémenter donc notre manière de percevoir le monde et donc la réalité en tant que telle. Et ces nouvelles modélisations sont intervenues bien à la suite de nouvelles découvertes. Hein. Par exemple, lorsque on ne connaissait pas certaines espèces de poissons, par exemple, peu importe, eh bien on a décidé de les nommer d'une certaine façon. Hein. Donc voilà, on a dû s'inspirer d'une certaine manière de différentes choses pour les nommer
d'une certaine façon. Et donc cela pose le cas suivant, qui est le cas des inventions ou des découvertes. Dans le cas des inventions et des découvertes, les choses n'existaient pas en soi dans nos modélisations mentales, dans notre perception de la réalité. On a dû donc les inventer ou les nommer d'une certaine façon nouvellement, puisque ces choses n'existaient pas dans notre perception du monde. Et donc, comment cela se passe lorsque l'on veut nommer quelque chose qui nous était inconnu? Eh bien, il y a deux solutions. La première solution, c'est soit on va le faire à partir d'une modélisation mentale particulière que l'on se fait de l'invention de la découverte, c'est-à-dire à partir d'un rapprochement particulier, à partir d'une inspiration quelconque. Voilà. Donc là, on peut penser, encore une fois, au cas des poissons. Il y a certains poissons qu'on a appelés les poissons clowns, par exemple. C'est-à-dire qu'on les trouvait amusants, peut-être. Il y a d'autres poissons qu'on va appeler le poisson marteau. Il y a le poisson scie, il me semble. Il y a l'espadon. Donc voilà, c'est plein de représentations mentales que l'on a de certains objets qui font partie de notre environnement. Et donc, que l'on a décidé d'attribuer à ces poissons parce qu'on ne trouvait qu'ils y ressemblaient un petit peu. Voilà. Et cela marche pour tout élément que l'on va décider, enfin que l'on va soit inventer, soit découvrir. Donc ça, c'est la première solution. Et la deuxième solution, c'est bien sûr de le faire de manière totalement arbitraire, c'est-à-dire seulement en fonction de l'affect de l'inventeur ou du découvreur, ou en fonction de son nom, tout simplement. Si on n'a pas d'inspiration, souvent il y a des inventeurs qui donnent leur nom à leur invention. Voilà. Et donc voilà, c'est un petit peu ce que j'avais à apporter par rapport à cette question de la querelle des universaux. J'espère bien sûr que cela vous a intéressé. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à aimer, à partager et à commenter. Et sur ce, bien, je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine.